L'usage de la drogue dans le régime nazi a un aspect souvent méconnu mais fascinant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'image du régime nous est souvent présentée comme celle d'une machine militaire disciplinée et implacable, mais derrière cette façade se cache une réalité bien différente. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les drogues, et en particulier la méthamphétamine, a joué un rôle crucial non seulement dans la vie quotidienne des soldats allemands, mais aussi au plus haut niveau de la hiérarchie nazie, y compris Adolf Hitler lui-même. Ce sujet est d'une importance capitale pour comprendre les mécanismes qui ont permis à l'Allemagne nazie de maintenir son effort de guerre, mais aussi pour dévoiler les failles et les contradictions internes du régime. Nous verrons donc comment était utilisée la drogue au sein de la Wehrmacht, son impact sur les performances militaires, les addictions qui en ont résulté, ainsi que le rôle controversé du médecin personnel d'Hitler, le docteur Theodor Morell, dans l'administration de substances psychotropes au Führer. Enfin, nous nous interrogeons sur les conséquences à long terme de cette dépendance aux drogues sur le régime nazi et sur la guerre elle-même. Bon visionnage. Le contexte historique de l'usage des drogues dans le Troisième Reich trouve ses racines bien avant l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et du parti nazi. Pour comprendre l'ampleur et les implications de ce phénomène, il est essentiel de remonter à la situation en Allemagne avant les années 1930, une période marquée par de profondes transformations sociales, économiques et culturelles. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se trouve plongée dans une crise profonde. La défaite militaire, la signature du traité de Versailles en 1919, qui impose des conditions humiliantes et économiques extrêmement dures, ainsi que l'effondrement de l'Empire allemand engendre une période de bouleversement. La République de Weimar, qui prend alors le relais, est une démocratie fragile, confrontée à des tensions politiques intenses, des insurrections violentes et une instabilité économique qui culminera avec l'hyperinflation de 1923. Cette période de crise, caractérisée par un profond sentiment de désillusion, conduit à une société en quête de réconfort et de moyens d'évasion, où l'usage des drogues commence à se répandre. Les années 1920, marquées par ce climat d'incertitude, voient une augmentation de la consommation de diverses substances en Allemagne, notamment la morphine, la cocaïne et l'héroïne. Ces drogues, autrefois réservées à un usage médical, deviennent de plus en plus accessibles et leur usage récréatif se popularise, notamment dans les grandes villes comme Berlin, qui acquiert la réputation d'une métropole décadente et permissive. Berlin en particulier devient un centre de la vie nocturne européenne où la consommation de drogue et les excès en tout genre font partie du quotidien de nombreux artistes, écrivains et autres figures de l'intelligentsia. La cocaïne, par exemple, est particulièrement prisée dans les cercles mondains et créatifs, où elle est utilisée pour stimuler la créativité et échapper aux dures réalités de l'époque. Parallèlement à cette culture des excès, l'Allemagne des années 1920 voit aussi se développer une industrie pharmaceutique puissante, qui contribue à l'accès massif à ces substances. Les grandes entreprises pharmaceutiques comme Merck, Bayer ou encore Temmler produisent en masse des drogues à usage médical qui se retrouvent détournées pour un usage récréatif ou automédicamenteux. Le marché noir prospère, alimentant une demande croissante pour ces substances. Dans ce contexte, l'usage de la drogue se normalise dans certaines couches de la société, même si cela reste un phénomène marginal dans une Allemagne en pleine transformation. Avec l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, sous la houlette d'Adolf Hitler, le régime impose une vision puritaine et conservatrice qui condamne fermement la consommation de drogue. Le régime nazi prône une idéologie de pureté raciale et physique où toute forme de dépendance ou de faiblesse est considérée comme un affront à l'idéal arien. En conséquence, les nazis lancent une campagne contre l'usage des drogues, qu'ils associent à la décadence de la République de Weimar et à une influence étrangère corrompue. Les toxicomanes, ainsi que les personnes atteintes de troubles mentaux ou de maladies jugées héréditaires, sont persécutés dans le cadre des politiques eugéniques du régime, souvent envoyés dans des camps de concentration ou soumis à des programmes de stérilisation forcée. Cependant, malgré cette répression officielle, l'Allemagne nazie est aussi le théâtre d'une consommation massive de drogue, mais sous une forme bien différente. À la fin des années 1930, un nouveau stimulant, la pervitine, fait son apparition sur le marché allemand. Développée par l'entreprise pharmaceutique Temmler, la pervitine est une forme de méthamphétamine, un puissant stimulant qui augmente la vigilance, réduit la fatigue et procure un sentiment d'euphorie.
À l'origine, elle est commercialisée sous forme de pilules pour lutter contre la fatigue et la dépression et devient rapidement populaire auprès du grand public. La pervitine est même surnommée la pilule miracle pour ses effets spectaculaires sur l'endurance physique et mentale. L'usage de la pervitine ne va d'ailleurs pas tarder à attirer l'attention des autorités militaires nazies qui y verront là un outil potentiellement révolutionnaire pour l'effort de guerre à venir. L'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et du régime nazi en 1933 marque un tournant radical dans la politique allemande concernant les drogues. Alors que la République de Weimar avait vu une relative tolérance, voire une expansion de l'usage des drogues, le Troisième Reich, avec son idéologie axée sur la pureté raciale et la discipline, adopte une position sévère et répressive. Le changement de politique en matière de drogue s'inscrit dans une stratégie plus large de contrôle social, de purification de la population et de préparation à la guerre. Dès leur prise de pouvoir, les nazis identifient les drogues comme un symbole de la décadence de la République de Weimar, associant leur usage à l'effondrement moral de la nation. Dans ce contexte, la consommation de drogue est considérée comme une menace pour la société aryenne idéale que les nazis cherchent à créer. La répression devient alors une priorité pour le régime, avec la mise en place de politiques strictes pour éradiquer l'usage des drogues jugées nuisibles. L'une des premières mesures entreprises par le régime est la répression des toxicomanes et des personnes dépendantes. Ces individus sont stigmatisés et souvent perçus comme des éléments dégénérés de la société qui doivent être éliminés pour protéger la santé du corps social. Les nazis élargissent leur politique de santé publique pour inclure des mesures eugéniques visant à purifier la population. Parallèlement à ces mesures répressives, le régime nazi utilise également la propagande pour influencer la perception des drogues parmi la population. La propagande nazie, orchestrée par Joseph Goebbels, ministre de la propagande, est un outil puissant qui façonne l'opinion publique en Allemagne. Les médias, sous le contrôle strict du régime, diffusent des messages qui dénoncent l'usage des drogues comme une menace pour la pureté raciale et la vitalité de la nation allemande. Les affiches, les films et les discours publics présentent les toxicomanes comme des ennemis intérieurs, associés à des groupes que les nazis veulent marginaliser ou exterminer, tels que les juifs, les communistes et les homosexuels. La drogue est ainsi utilisée comme un prétexte supplémentaire pour justifier la persécution de ces groupes. En parallèle à cette campagne de diabolisation des drogues, les nazis mettent en place les premières mesures de contrôle strict. L'État prend le contrôle de la production, de la distribution et de l'usage des drogues. Les pharmaciens et les médecins sont étroitement surveillés et toute prescription ou distribution de substances jugées dangereuses est soumise à une réglementation rigoureuse. Le marché noir des drogues, qui avait prospéré dans les années 1920, est systématiquement démantelé. Les drogues sont retirées des rayons des pharmacies et leur vente est restreinte uniquement à des usages médicaux sous des conditions très strictes. Cependant, un paradoxe apparaît dans la politique nazie concernant les drogues. Alors que le régime condamne officiellement l'usage des drogues récréatives, il n'hésite pas à instrumentaliser certaines substances pour servir à ses propres intérêts, notamment dans le cadre de la guerre. À partir de la fin des années 1930, la méthamphétamine, commercialisée sous le nom de pervitine, est développée et produite en masse pour un usage militaire. La pervitine est initialement commercialisée comme un remède miracle contre la fatigue et la dépression, mais elle est rapidement intégrée dans les rations des soldats de la Wehrmacht pour augmenter leur endurance sur le champ de bataille. Les autorités nazies distribuent en conséquence des millions de comprimés de pervitine aux troupes, contribuant ainsi à une militarisation massive de l'usage de drogue. Le contrôle et la distribution de ces substances deviennent un enjeu crucial pour le régime, qui cherche à maximiser l'efficacité de ses forces armées, tout en maintenant l'illusion d'une société pure et disciplinée. La contradiction entre la politique répressive envers les drogues et leur utilisation systématique dans un cadre militaire reflète les priorités du régime. Tout ce qui peut servir la machine de guerre allemande est exploité, même si cela va à l'encontre des principes idéologiques affichés. Le recours à la pervitine et à d'autres drogues dans l'armée allemande montre également que malgré la propagande officielle et les mesures de contrôle, le régime nazi est prêt à tolérer certaines formes de dépendance si elles servent ses objectifs de domination. Cette politique de la drogue sélective, où l'usage est encouragé dans un contexte militaire, tout en étant réprimé dans la vie civile, révèle les contradictions internes du Troisième Reich, où l'idéologie est souvent subordonnée à la stratégie et à l'efficacité opérationnelle. Le docteur Morel est une figure controversée de l'histoire du Troisième Reich.
principalement en raison de son rôle en tant que médecin personnel d'Adolf Hitler. Né en 1886 en Allemagne, Morel est un médecin spécialisé en dermatologie et en maladies vénériennes. Avant de devenir l'un des personnages les plus proches du Führer, il avait déjà acquis une réputation de praticien aux méthodes peu orthodoxes, attirant une clientèle aisée grâce à ses traitements innovants, voire expérimentaux, qui lui valent à la fois des succès notables et des critiques acerbes dans le milieu médical. La rencontre entre Hitler et Morel a lieu en 1936, lorsque le Führer souffre de divers troubles de santé, notamment des problèmes gastro-intestinaux chroniques. Hitler, à ce moment-là, est déjà sous la supervision de plusieurs médecins, mais aucun ne parvient à le soulager de ses maux. C'est dans ce contexte que Morel est présenté à Hitler par Heinrich Hoffmann, qui était l'un des patients satisfaits du docteur Morel. Grâce à un traitement à base de cultures bactériennes et de vitamines, il parvient rapidement à soulager les symptômes d'Hitler, gagnant ainsi la confiance et son admiration. Cette intervention marque le début d'une relation professionnelle qui va durer quasiment jusqu'à la fin du régime nazi. Le rôle de Morel auprès d'Hitler dépasse rapidement le cadre médical et devient une présence constante à ses côtés, l'accompagnant dans ses déplacements et résidant souvent à proximité de lui pour être disponible en permanence. Morel administre régulièrement divers traitements à Hitler qui au fil des années deviendra de plus en plus dépendant des concoctions médicales de son médecin. La pharmacopée de Morel comprend une vaste gamme de substances, parmi lesquelles des vitamines, des hormones, des stéroïdes, ainsi qu'une série de médicaments à base d'amphétamines et d'opiacés. Ces traitements sont souvent expérimentaux, voire potentiellement dangereux, mais Morel parvient à les faire accepter par Hitler, qui les considère comme essentiels à son bien-être. L'une des substances les plus notables que Morel administre à Hitler est la méthamphétamine, connue sous le nom commercial de Pervitin. Utilisée à l'origine pour des effets stimulants et sa capacité à combattre la fatigue, la méthamphétamine devient rapidement une partie intégrante du régime quotidien d'Hitler. En plus de la méthamphétamine, Morel administre également de la cocaïne à Hitler sous forme de gouttes ophtalmiques, ostensiblement pour soulager ses douleurs oculaires. La cocaïne, bien que moins régulièrement utilisée que la méthamphétamine, ajoute une dimension supplémentaire à la dépendance croissante d'Hitler aux substances psychoactives. Les injections et les pilules administrées par Morel ne se limitent pas à ces substances. Hitler reçoit également des injections régulières de vitamines, d'hormones animales, comme des extraits de testicules de taureau, et même de morphine, pour gérer ses douleurs diverses. Morel, conscient du besoin de maintenir la vitalité apparente de son patient, n'hésite pas à ajuster les doses et les types de substances en fonction des besoins perçus, créant un cocktail complexe de médicaments dont Hitler devient de plus en plus dépendant. L'impact de ces traitements sur la santé et le comportement d'Hitler est un sujet de débat parmi les historiens, mais il est clair que la dépendance aux drogues a eu des effets profonds. Physiquement, Hitler commence à montrer des signes de détérioration. Il souffre de tremblements, de crises de sueur et de périodes de faiblesse extrême. Ses mains, par exemple, sont souvent vues tremblantes lors de ses apparitions publiques à partir de la fin de la guerre. Un symptôme que certains attribuent à un syndrome de sevrage ou à un effet secondaire des substances administrées par Morel. Psychologiquement, l'usage prolongé de ces substances semble avoir exacerbé les tendances paranoïaques d'Hitler, sa méfiance envers ses proches collaborateurs et son humeur de plus en plus instable. Au fur et à mesure que la guerre progresse et que la situation militaire de l'Allemagne se détériore, Hitler devient de plus en plus reclus et dépendant de Morel, qui continue à lui administrer des doses croissantes de médicaments pour maintenir son énergie et sa concentration. Cependant, cette dépendance contribue à un cycle vicieux. Les doses élevées entraînent des périodes de grande agitation suivies de moments de profonde fatigue, obligeant Morel à intervenir encore davantage pour stabiliser son patient. Les effets de cette consommation massive de drogue ne sont pas seulement physiques. Le jugement d'Hitler semble également être altéré, ses décisions militaires et politiques devenant de plus en plus erratiques et autodestructrices à mesure que la guerre avance. Ses plans de guerre irréalistes, son refus de négocier la paix, même lorsque la défaite est inévitable, et sa propension à blâmer ses généraux et collaborateurs pour les échecs sur le front, peuvent être en partie attribués à l'état mental et physique altéré par les drogues. L'influence de Morel sur Hitler suscite des tensions au sein du cercle intérieur du Führer. Plusieurs hauts dirigeants nazis, notamment Heinrich Himmler et Albert Speer, expriment leur inquiétude concernant la santé d'Hitler et l'emprise de Morel sur lui. Cependant, Hitler reste fidèle à son médecin, le qualifiant même de génie de la médecine et rejetant les critiques comme étant motivé par la jalousie. La chute du Troisième Reich en 1945 marque également la fin de la carrière de Morel. Alors que le régime s'effondre,
Morel est évincé des cercles les plus proches d'Hitler et finalement capturé par les forces alliées. Interrogé après la guerre, il se défend en affirmant qu'il n'avait fait qu'essayer de maintenir la santé d'Hitler dans des conditions extrêmement difficiles. Il meurt en 1948, laissant derrière lui un héritage controversé et une contribution largement négative à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La pervitine, une méthamphétamine, synthétisée pour la première fois en 1938 par la société Temmler, est rapidement devenue l'une des drogues les plus populaires en Allemagne, tant au sein de l'armée que parmi la population civile. Initialement développée pour ses propriétés stimulantes, elle promettait d'augmenter l'énergie, la concentration et de réduire la fatigue, ce qui en faisait un produit attractif dans une société où le rythme de vie s'accélérait en raison de l'imminence de la guerre. La popularisation de la pervitine en Allemagne a été fulgurante. Prescrite d'abord comme un remède médical pour traiter la dépression et les troubles de l'humeur, elle est rapidement commercialisée auprès du grand public sous forme de comprimés. La drogue est présentée comme un moyen efficace de surmonter la fatigue, d'accroître la productivité et de maintenir un haut niveau de vigilance, des qualités particulièrement valorisées dans le contexte précaire des années de guerre. Elle devient rapidement une drogue miracle, accessible à tous, vendue en pharmacie sans ordonnance, et même ajoutée aux rations alimentaires des travailleurs pour augmenter leur efficacité. L'usage de la pervitine s'étend au-delà du cercle militaire pour toucher l'ensemble de la population civile. Les femmes au foyer en prennent pour gérer les tâches domestiques avec plus d'énergie. Les étudiants l'utilisent pour prolonger leurs sessions de révision et les ouvriers la consomment pour supporter les longues heures de travail imposées par l'économie de guerre. La société allemande, déjà engagée dans un effort de guerre total, trouve dans la pervitine un allié qui semble parfaitement aligné avec l'idéologie de productivité et de sacrifice promue par le régime nazi. Les effets de la pervitine sont immédiats et puissants. Elle provoque une stimulation intense du système nerveux central, augmentant la vigilance, la concentration et l'endurance. Les consommateurs ressentent un regain d'énergie, une diminution de la faim et une réduction de la sensation de fatigue. Ces effets la rendent extrêmement populaire, tant chez les civils que chez les militaires. Dans les premières années de la guerre, la pervitine est même surnommée le chocolat du tankiste, en raison de sa consommation généralisée parmi les troupes de la Wehrmacht, qui l'utilisent pour supporter les conditions difficiles du front. Cependant, la consommation régulière de pervitine entraîne rapidement des effets secondaires graves. À mesure que la tolérance aux produits augmente, les doses doivent être accrues pour obtenir les mêmes effets stimulants, ce qui conduit à une dépendance physique et psychologique. Les consommateurs commencent à souffrir de troubles du sommeil, d'anxiété, de paranoïa et d'hallucination. La pervitine provoque également des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire, entraînant des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et d'autres complications médicales. Au fur et à mesure que la guerre avance, les conséquences de la consommation massive de pervitine deviennent ainsi évidentes, contribuant à la déstabilisation du tissu social allemand déjà fragilisé par les rigueurs de la guerre. L'adoption de la pervitine par la Wehrmacht est rapide et systématique. Le médicament est ainsi inclus dans les rations de combat des soldats, souvent sous forme de comprimés de méthamphétamine, permettant ainsi d'augmenter leur endurance et leur vigilance pendant les opérations militaires. L'intensification de la drogue exige une mobilisation et une concentration maximale des forces, et la pervitine devient un élément clé pour maintenir les soldats opérationnels durant les longues heures de combat et les campagnes prolongées. L'armée allemande, engagée dans les opérations de Blitzkrieg, bénéficie de la capacité de la pervitine à réduire la fatigue et à améliorer les performances physiques et mentales de ses troupes. En facilitant la concentration et l'endurance, elle permet aux soldats de mener des offensives rapides et décisives, ce qui est au cœur de la stratégie de guerre éclair. La Blitzkrieg repose sur des principes de vitesse et de surprise, cherchant à désorienter et à submerger l'ennemi avant qu'il n'ait le temps de réagir efficacement. Dans ce contexte, la pervitine s'avère être un outil précieux. Les offensives fulgurantes, comme celle lancée en Pologne en 1939 et en France en 1940, montrent l'efficacité de cette approche. Les soldats allemands, alimentés par la pervitine, peuvent maintenir des niveaux d'activité élevés pendant des périodes prolongées, réalisant des manœuvres complexes sans se fatiguer aussi rapidement que les troupes adverses. Les témoignages et rapports de l'époque soulignent l'impact significatif de la pervitine sur la performance des soldats. Les journaux de bord militaires, les lettres de soldats et les rapports médicaux
révèlent que la drogue a non seulement amélioré la capacité des soldats à exécuter des tâches exigeantes, mais a également contribué à une certaine forme de dépendance. Les soldats qui prenaient régulièrement de la pervitine rapportaient une amélioration notable de leur énergie et de leur concentration. Cependant, ces témoignages sont aussi ponctués d'indications sur les effets secondaires néfastes, insomnie, nervosité et parfois des épisodes d'agitation et de comportement erratique. Les effets psychologiques de la pervitine sont également bien documentés. En augmentant l'excitabilité et la vigilance, la drogue peut exacerber les réponses au stress et à l'adrénaline, entraînant des réactions plus impulsives et parfois plus agressives. Des rapports indiquent que certains soldats devenaient hyperactifs ou développaient des troubles de l'humeur, des symptômes typiques de la consommation de méthamphétamine. Ces effets, bien que contribuant à une meilleure performance sur le champ de bataille à court terme, avaient des conséquences durables sur la santé mentale et physique des soldats. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a investi des ressources considérables dans la recherche et les expérimentations sur les drogues, dans l'espoir de créer des super-soldats capables de surmonter les limites humaines ordinaires. Ce désir de développer des substances améliorant les performances des soldats a conduit à une série d'expérimentations visant à maximiser la capacité physique et mentale des troupes allemandes. Les recherches sur les drogues miracles ont été motivées par l'ambition de dépasser les capacités humaines naturelles et de fournir un avantage décisif sur le champ de bataille. Les scientifiques allemands ont exploré diverses substances, souvent avec peu de considération pour les risques à long terme. L'une des principales substances testées était la méthamphétamine, commercialisée sous le nom de pervitine. Son succès rapide et son efficacité apparente en tant que stimulant ont encouragé les recherches sur d'autres drogues aux propriétés similaires. Les laboratoires et les institutions de recherche, en collaboration avec des équipes médicales militaires, ont travaillé sur des formulations de drogues censées améliorer l'endurance, la force et la résistance au stress des soldats. Parmi les autres substances expérimentées figuraient des composés hormonaux et des dérivés de l'opium. L'objectif était de concevoir des médicaments capables de renforcer les performances physiques et mentales des troupes, tout en les rendant moins sensibles à la fatigue, au stress et à la douleur. Les tentatives pour créer des super soldats par le biais de ces drogues ont été marquées par des approches souvent expérimentales et peu rigoureuses. L'administration de doses élevées de méthamphétamine, d'hormones et de stéroïdes a souvent été effectuée sans une appréhension complète des effets à long terme sur la santé. Les médecins et les scientifiques impliqués dans ces recherches étaient souvent poussés par la pression militaire et l'urgence de la guerre, ce qui a conduit à des essais cliniques hâtifs et à un manque de surveillance rigoureuse des effets secondaires. Les résultats de ces expérimentations ont révélé un tableau mitigé. À court terme, certaines drogues ont effectivement montré des capacités à améliorer les performances des soldats en augmentant leur vigilance et leur endurance. Cependant, les effets secondaires ont rapidement annulé ces bénéfices. Les soldats soumis à des traitements prolongés ont développé des problèmes de santé graves, notamment des troubles cardiovasculaires, des troubles psychologiques et une dépendance accrue aux substances. Et les effets de la méthamphétamine, par exemple, comprenaient une agitation nerveuse, des hallucinations et des crises de paranoïa, ce qui a compromis les capacités des soldats plutôt que de les renforcer. Les tentatives de créer des super soldats ont également révélé les limites des approches pharmacologiques pour résoudre les problèmes complexes du combat moderne. Les soldats qui recevaient ces drogues étaient souvent confrontés à des situations de stress intense, et les effets bénéfiques des drogues étaient souvent éclipsés par leurs effets secondaires nocifs. Les résultats des expérimentations ont démontré que bien que certaines substances pouvaient offrir un avantage temporaire, elles n'étaient pas des solutions viables à long terme pour améliorer les capacités humaines sur le champ de bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, voici quelques moyens de le faire. Tout d'abord Tipeee, où vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un don ponctuel ou en devenant un mécène régulier. Également, le bouton merci de YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer dessus. Enfin, si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser vos amis, votre famille ou vos abonnés, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Cela aide grandement. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt.